Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau GE Channels. On est toujours en direct sur le Salon Global Industrie. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cet après-midi Sharafa Chebani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice business développement à CCI France International. Exactement. Donc on va voyager, on va parler international et pays et puis également CCI. On va parler des entreprises. Vous êtes venu accompagner. Donc je vous propose de nous présenter vos invités. Eh bien volontiers. Donc je suis accompagnée de deux de mes collègues. Donc Monica Constant, qui est directrice de la Chambre française en Pologne. Donc elle va pouvoir nous parler du marché polonais. On va pouvoir lui poser tout un tas de questions qui vont nous permettre en fait de répondre aux entreprises, en tout cas sur les questions concernant les modalités d'implantation ou de business en Pologne. Et je suis également accompagnée de Joseph Muller, qui représente la République tchèque. Excellent. Alors, bienvenue à tous les trois. Tout d'abord, on peut centrer déjà au début le contexte sur la CCI internationale. On connaît très bien l'accompagnement des entreprises, de la CCI sur le plan national, les agences en région, tout ce maillage-là. Je pense que les industriels aujourd'hui sont familiers, le connaissent bien. On connaît un petit peu moins peut-être CCI international et donc les actions que vous avez, les différentes antennes. Est-ce que vous pouvez nous présenter Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on fait partie d'un maillage assez complet de partenaires institutionnels, de partenaires privés. Nous-mêmes, nous sommes un réseau privé. Nous sommes les chambres de commerce françaises à l'international. Nous sommes 126 chambres dans 96 pays et nous comptons 33 000 membres dans le monde, ce qui n'est pas anodin. Et toutes ces entreprises sont membres de façon volontaire et cotisent volontairement à nos chambres. Très bien. Donc là, on est sur plutôt un gros, on va dire un énorme réseau avec des adhérents. Exactement. Et puis voilà, et puis un développement à l'intérieur des pays. Alors concrètement, les délégations, par exemple, avec lesquelles vous êtes venus, Monica, donc vous en Pologne, vous êtes sur place. Quel est votre parcours, vous, pour être dans ce réseau aujourd'hui? Quel a été votre parcours? Mon parcours est complexe et simple en même temps. Moi, j'ai décidé de travailler donc en France, mais à un certain moment, donc la Pologne m'a appelé et c'était au début des années 2000 où on avait déjà plusieurs investisseurs français présents en Pologne et donc je rejoins l'équipe de la CCIFP pour accompagner les entreprises françaises qui s'est développée sur le marché polonais et pour aider les entreprises françaises justement, celles qui étaient déjà présentes à développer, structurer, faire grandir leur business en Pologne. Et c'est toujours notre action, tout comme dans les 126 chambres de commerce françaises dans le monde. Donc à chaque fois, c'est à la fois cette aide dans des démarches très simples de l'étude des marchés, de recherche des clients, de l'accompagnement sur le marché local, jusqu'à effectivement ces solutions qui permettent à une société qui est déjà présente sur un marché à bien se structurer, à être bien représentée et à networker localement parce que c'est extrêmement important. Et alors du coup, j'imagine, il y a un peu cette double compétence de connaître à la fois bien le pays d'accueil et puis également la France, les structures qu'on a en France, les entreprises. Il y a un peu cette double culture quelque part. Hein. Vous parlez très bien français, Monica. Vous êtes polonaise? Je suis polonaise, oui, mais comme vous voyez, nous sommes toujours donc des équipes bilingues, biculturelles, oui. Parce que c'est ça en fait qui est nécessaire. C'est de pouvoir à la fois expliquer la France aux Polonais, dans notre cas de figure, et la Pologne aux Français. C'est ce qu'on fait au quotidien. Excellent. Alors, on va rejoindre Steve dans quelques instants, qui est sur le stand. Eh ben Steve, oui, je vois que vous êtes prêt. On va faire un premier aller-retour puisque vous avez pris l'habitude maintenant. On a des directs régulièrement sur ces plateaux TV. On va retrouver Steve qui est en direct sur... vous allez nous raconter où vous êtes. On va voyager avec vous. Je vous laisse la parole, Steve. Oui, tout à fait. Alors on voyage au Portugal, hein. Pour le moment, on est un petit peu dans le clos portugais. Justement, on est ici avec Cristina Soares, hein, qui est Project Manager. Et on le voit derrière, hein, de quelque chose qui est un peu spécial, qui est un cluster. Hein. En gros, c'est une institution privée qui représente les entreprises portugaises qui fabriquent des moules
et des plastiques. Alors, évidemment, c'est dans le secteur automobile, médical, mais elle va nous en dire plus. Par contre, on va faire l'interview en anglais parce que, évidemment, Christina parle portugais, c'est normal, mais elle ne parle pas français, ce qui est un peu plus anormal, mais on réglera ça après. Donc, je vais lui poser les questions en anglais et évidemment, Jacques, tu m'interromps lorsque mon temps est écourté. Bom dia, on va déjà le dire en portugais. Bom dia. Bom dia, prazer. Okay. The first question is, tell us about your organization, its mission, and a little about the history of the sector it represents. Okay. We represent Poolnet here that integrates the molds and plastics industries. This cluster was recognized by the government in 2009 and it was emerged within molds industries and then grew upstream and downstream. And nowadays it represents a large value chain who provides global solutions to clients for automotive sector, aeronautics, medical device, package, electronics, etc. Very large. Yes, very large. We integrate, this industry integrate the competence from the design, developing the idea, the engineering, development and product, the production of the molds, before that prototyping, production of molds, to the tests and the final product. Okay, another question is, as I read, Portugal is the third largest mold making market in Europe. How the industry building on that foundation of strengths to remain a leader in a highly competitive global market? Basically, how to be competitive? This industry has a long story, more than 60 years. So it developed their expertise based on quality. We need to. Okay. Quality. Okay. I'm lost. Elle est un peu perdue, mais elle va reprendre le film. So, what is how to be competitive with that cluster? How does it help? Okay, this industry is very experienced in this, as more than 60 years old of provide solutions for the clients. They work with strong markets and innovative markets that push to them, and is an industry is always innovate and push for them capacity to overcoming the challenge to provide the right solution and the technical solution for the clients. So it's a global partner because they work since the beginning with their clients and accompany along the process till the final product. So talking about challenge, can you describe the turnkey solutions available through the cluster? Yeah, it's based on their capability to innovate and this industry invests a lot in last years in research and innovative projects that involve more. The cluster involve more than 100 companies and also research technological organizations. So they work together in order to face the challenge in the industry that we are facing now regarding Industry 4.0, the sustainability, circular economy, etc., to be more efficient and to provide new solutions for their clients.
Ok, thank you very much, thank you very much. Donc on l'aura compris, hein, ce cluster, c'est 1000 entreprises portugaises hein, pour promouvoir les moules et les plastiques. Voilà, à vous Jacques. Thank you very much, Steve. On était vraiment dans le petit moment international, on va dire en anglais. Merci à nos amis du Portugal d'être venus nous expliquer leur venue et le fonctionnement de ce cluster. On reste dans l'international toujours avec vous et on va donc revenir sur le type d'accompagnement que propose la CCI internationale pour les entreprises qui souhaiteraient se consolider à l'export. Comment vous abordez cette collaboration? Alors, on a effectivement plusieurs types de métiers. Le premier type de métier, c'est pour les membres, comme je vous le disais, hein, les 33 000 membres nous sollicitent pour faire du lobbying, avoir de l'information, identifier des potentiels marchés, du business, dès lors qu'ils sont déjà présents dans les pays que nous couvrons. Et puis, il y a les entreprises françaises que nous accompagnons chaque année. C'est à peu près 4 300 entreprises françaises que nous accompagnons dans, on va dire, à peu près une cinquantaine de pays majoritairement. Ça peut aller de l'information. Hein, nous leur donnons les premières informations marché, les premières informations techniques qui leur permettent de comprendre, d'appréhender un marché. Ça peut être la découverte d'un marché avec des missions de prospection. Donc, elles nous disent, j'ai besoin de connaître un client, de découvrir mes clients, de découvrir des partenaires. Organisez-moi des rendez-vous. On peut les accompagner aussi sur des salons à l'international. Nous sommes nous-mêmes représentants d'un certain nombre de salons dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Et puis, on peut aller jusqu'à l'implantation. Donc l'implantation, la création d'une filiale, on peut faire de la croissance externe également, donc une entreprise française qui souhaite identifier une entreprise à racheter. Là aussi, on est en capacité de le faire parce que nous avons un maillage assez précis sur les pays dans lesquels nous sommes présents. Donc on arrive à travailler de façon très sérieuse, mais de façon confidentielle aussi. Nous pouvons aller très vite dans nos actions. Et puis, on propose aussi également des actions liées au back-office, à la recherche de ressources humaines, à la gestion de la société. Et puis, nous avons aussi beaucoup investi ces derniers temps, notamment dans des business centers. Donc, nous pouvons accueillir les entreprises dès lors qu'elles souhaitent venir sur un pays. Nous avons 1600 postes de travail dans à peu près 70 villes partout dans le monde. Donc, il y a des infrastructures qui sont en capacité d'accueillir ces entreprises qui cherchent à s'implanter ou avoir une petite cellule sur un pays. Et puis, parfois, nous pouvons aller beaucoup plus loin, comme au Maroc, par exemple. Et la Chambre française du Maroc a une telle puissance sur le pays qu'elle a même investi sur ses deniers propres dans l'achat et la gestion de parcs industriels. Aujourd'hui, elle gère 4 parcs industriels qu'elle possède. Et là, c'est plusieurs centaines d'entreprises qui sont hébergées sur ces parcs industriels, sur plusieurs hectares, des centaines de milliers d'emplois et bien évidemment des emplois indirects. Donc vous voyez, nous œuvrons dans des écosystèmes, nous participons à ces écosystèmes, nous faisons de la création de valeur ajoutée et de la création d'emplois. Et nous permettons là aussi de faire en sorte que le commerce extérieur français gagne dans les pays dans lesquels nous sommes présents. Excellente initiative et excellente dynamique parce qu'il y en a besoin effectivement de ce commerce extérieur. On le voit donc la palette est très large. Hein. On va de l'information jusqu'à l'implantation accompagnée. Donc le service, on va dire, il est très large. À chaque fois, c'est un peu la même chose. Vous avez une belle connaissance du terrain, vous avez des entrées, vous avez voilà. Et du coup, ça simplifie tout. Exactement. On a des chambres qui existent depuis plus de 100 ans, donc qui connaissent très bien leur environnement. Comme le disait Monica, nous avons des personnes qui sont biculturelles, qui savent très bien manœuvrer en France, œuvrer dans le pays dans lequel ils sont présents. Et puis nous avons des équipes assez jeunes, assez dynamiques, qui peuvent permettre à une entreprise d'aller très vite. Et puisque nous sommes sur Global Industry, un point essentiel aussi, c'est que nous sommes de plus en plus sollicités par les entreprises industrielles pour se développer sur différents marchés. Alors on nous sollicite notamment pour faire des benchmarks sur différents pays. Donc on nous demande d'étudier 2, 3, 4 pays, ce qui permet à une entreprise très rapidement de dire au lieu d'aller chercher moi-même l'information, les chambres me font des études de marché sur plusieurs pays, ça me permet d'aller plus vite. Donc absolument. On arrive à aller chercher de l'information de qualité et de l'information objective, ce qui permet à une entreprise de prendre des décisions beaucoup plus rapides. Est-ce qu'il y a plus de demandes sur l'Europe
que sur le monde. Comment ça se passe en termes de pays? Peut-être Joseph, après on aura votre regard là-dessus. Les échanges qu'on peut avoir avec la République tchèque, la Pologne, qui sont simplifiés. On cherche déjà aujourd'hui à créer une dynamique un peu européenne, bien sûr, qui est là. Il y a les réglementations, il y a les accords entre les pays, il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées en termes de propriété intellectuelle, etc. Donc ça, c'est justement, il y a peut-être une demande assez forte sur l'Europe. Comment ça se passe? Alors effectivement, on est assez sollicité sur l'Europe. Je sollicite assez régulièrement mes petits collègues. Je pense qu'ils en parleront, mais on sent qu'effectivement, il y a une réindustrialisation qui revient vers l'Europe et les pays d'Europe centrale sont assez sollicités. Roumanie, République tchèque, Pologne, Serbie aussi. Même la Lituanie commence à intéresser de plus en plus les entreprises. Et en fait, notre job aussi, c'est de dire voilà où sont les opportunités d'affaires. Donc on va dire à une entreprise, quand elle cherche à se développer ailleurs, de lui dire non mais attends, tu penses à tel pays, c'est presque trop facile. Nous on te propose d'aller dans tel ou tel autre pays et de regarder ce qu'il est possible de faire dans tel et tel autre pays. Mais nous avons aussi quand même beaucoup d'intérêt sur l'Asie. Mais l'Asie, on va dire plutôt la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam qui est très sollicité et du côté de l'Amérique, on est aussi pas mal sollicité, notamment sur le Mexique et les États-Unis bien évidemment, sans oublier l'Afrique puisque nous avons de plus en plus de chambres en Afrique. Alors, je ne parle pas des maghrébines qui sont les plus fortes, l'algérienne, la tunisienne, la marocaine qui sont très fortes dans les pays, mais effectivement en Afrique nous sommes aussi de plus en plus présents. Mais la République tchèque, je pense aussi, fait partie des pays assez demandé par les entreprises industrielles. J'ai oublié la Roumanie qui est assez sollicitée. Alors j'ai appris tout à l'heure, je ne le savais pas, 4200 entreprises françaises sont installées en Roumanie, ce qui est énorme. Voilà. Carrément. Et on a tendance à sous-estimer la puissance de frappe des entreprises françaises dans ces pays. Donc les IDE, la plupart du temps, les Français sont parmi les premiers investisseurs étrangers dans un certain nombre de pays, dont la République tchèque. Alors par exemple la République tchèque, transition toute trouvée, Joseph, peut-être quelques mots sur le parcours et puis vous, comment vous voyez ces échanges avec la France, comment vous dialoguez avec les entreprises sur place? Du coup, j'ai commencé à travailler à la Chambre de commerce franco-tchèque juste après mes études parce que j'ai passé une partie de mes études en France. Du coup, je me suis dit que je veux continuer à travailler avec la France parce que j'aime la France. Et c'est la Chambre de commerce franco-tchèque qui m'a donné cette opportunité il y a 4 ans déjà. Et je suis tout à fait d'accord avec Sharafa qu'on voit cette tendance que de plus en plus, il y a des sociétés qui nous sollicitent parce qu'ils nous disent, surtout depuis le début du Covid, qu'en fait, ils souhaitent délocaliser la production de la Chine vers l'Union européenne parce qu'on fait partie de l'Union européenne. Et pareil avec ce qu'on voit aujourd'hui avec la Russie, ce qui se passe là-bas. C'est très malheureux et ça va encore booster cette tendance. Et la République tchèque, c'est un des pays les plus industriels. Je pense qu'on est le premier pays le plus industriel de l'Europe parce qu'aujourd'hui, l'industrie fait à peu près 37% du PIB national. Ce qui est énorme. Nous, on est à 12, 14. Voilà. Après, nous, on n'a presque pas d'agriculture. Donc c'est vrai que la République tchèque est beaucoup sollicitée. C'est aussi pour ça qu'on est là. On a participé aussi à Global Industrie à Lyon il y a quelques mois parce qu'on a beaucoup de nos clients historiques qui sont là. Et aussi, on espère des clients futurs qui sont là. Du coup, c'est pour ça. Et comment ça se passe donc dans le relationnel avec les entreprises sur place? Par exemple, si on prend un accompagnement assez poussé, une boîte qui se dit tiens, j'aimerais bien aller un peu à l'Est, quels sont les pays qui pourraient m'offrir des opportunités pour installer de la production industrielle par exemple? On hésite entre 2-3. Après vous, le travail, ça va être d'aller chercher un écosystème qui serait vraiment propice à accueillir une filiale, des partenaires. Ça va être là un échange en fait entre l'entreprise qui cherche à s'implanter et puis vos connaissances, vous sur le terrain. Ça va être ça le travail au départ. Tout à fait, parce qu'on participe beaucoup avec mes collègues, pas que de la Tchéquie, mais de tout le réseau. On donne des présentations de nos pays prospectifs et dès qu'il y a une société qui est intéressée par notre marché,
C'est notre rôle. On peut commencer par les études de marché, on peut continuer. Et ce qui est très important pour nous, parce qu'on est 12, 13 à la Chambre de commerce franco-tchèque. Donc on est une équipe très dynamique et on peut proposer une gamme de solutions très très complètes. Et même si on est sollicité des fois par des sociétés qui nous demandent sur les marchés qu'on ne connaît pas forcément, on est capable de s'informer et de les aider. De réagir vite. Monica, vous voulez rajouter? Je me permets de rebondir, effectivement, Yes. parce que ce qui est important, c'est effectivement cette biculturalité, si je peux dire ainsi, et le fait que nous connaissons déjà les partenaires locaux, institutionnels, les universités, les écoles, les partenaires régionaux qui peuvent effectivement donner des informations sur l'implantation possible d'une usine, d'une société. Il faut trouver la main-d'œuvre derrière. Donc nous fournissons toutes ces informations à la fois sur l'emplacement, les personnes qui peuvent être employées, les salaires, il faut les prendre en considération parce que quand on souhaite s'implanter quelque part, il faut faire un business plan complet. Donc on participe effectivement à l'élaboration de ces business plans qui permet de trouver donc, le meilleur pays, la meilleure implantation et de prendre donc la meilleure décision. Est-ce que vous sentez, peut-être Sharafa, on attend que Steve se prépare sur le prochain stand. On l'a évoqué avec beaucoup d'industriels depuis le début du salon. Là, tout à l'heure, il y avait les représentants de la FIM. On a des gros syndicats comme ça qui représentent et qui voient un peu le monde évoluer. On a eu ces deux secousses sismiques un peu planétaires avec le Covid, qui a déjà été une épreuve pour tout le monde, un challenge, une épreuve. Et puis au sortir de ça, les entreprises se sont montrées assez résilientes. En France et je pense dans d'autres pays, on a pris des mesures et puis voilà, ça s'est fait. Là, il y a la Russie. Est-ce qu'on doit repenser un petit peu la mondialisation? Vous qui avez une vision assez agile et puis assez fine finalement des différents pays dans lesquels vous travaillez, dans lesquels vous accompagnez les entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la solution c'est de revoir un petit peu les règles de mondialisation? On avait trop exporté en Asie, il faut peut-être rééquilibrer un peu justement avec des entreprises françaises qui iraient en Afrique du Nord, dans d'autres pays. Il faut rééquilibrer un peu la mondialisation, vous pensez, pour demain? Je pense qu'il faut se rapprocher de sa base de clientèle déjà. Donc les entreprises qui travaillent avec l'Asie continueront à travailler avec l'Asie, resteront présentes sur la Chine, bien qu'aujourd'hui elles peuvent faire face à un certain nombre de difficultés, notamment normatives. Et il est toujours important de se faire accompagner par des spécialistes, des cabinets de conseil ou même des chambres pour comprendre ces évolutions qui parfois peuvent être un peu problématiques. Mais effectivement, on sent que les entreprises se posent un certain nombre de questions sur leur résilience, sur la RSE, sur des problématiques technique logistique, puisque le coût de la logistique, le coût du fret étant ce qu'il est aujourd'hui, les entreprises reconsidèrent leur organisation, mais plus pour se rapprocher de leur clientèle. Donc dès lors qu'une entreprise a des clients plutôt en Europe, elle va venir se rapprocher de l'Europe. Si c'est que sa base de clientèle est en Asie, elle restera en Asie, ou peut-être elle se repositionnera. Alors on voit quelques mouvements, par exemple, de Hong Kong vers Singapour ou vers la Malaisie. On voit effectivement une forte appétence pour le Portugal, pour le Maghreb en particulier, la Tunisie et le Maroc, et puis l'Europe de l'Est. On voit qu'il y a effectivement une reconsidération de la chaîne logistique et de la supply chain, effectivement. Ok, alors je vois que Steve est prêt sur le stand peut-être de la Tunisie. On a beaucoup parlé des échanges et de la présence forte de la CCI internationale dans les pays du Maghreb. Steve, on va peut-être vous retrouver donc en direct sur le salon. Je vous laisse la parole. À vous, Steve. Oui, merci. Effectivement, on est passé du Portugal à la Tunisie. Alors, il y a beaucoup de monde sur le stand, vous voyez. Et on est sur le stand du CEPEX. Alors, j'explique peut-être en deux mots ce que c'est. C'est un organisme étatique qui est là pour promouvoir les exportations des entreprises tunisiennes, évidemment. Alors, j'ai avec moi
4 industriels, Normeca, Fondinor, Plastique Électromécanique et IBL Electronics, qui vont nous parler assez rapidement de ce qu'ils font, de leur spécialité. Alors on va commencer par vous, Mehdi Ben Saïd. Alors Normeca, qu'est-ce que vous faites exactement? Bonjour. Normeca, c'est une société spécialisée dans la mécanosoudure et la découpe laser, la tôlerie fine, tout ce qui est tôlerie, montage. Donc voilà, c'est une société qui a 35 ans d'âge et qui fait 80% de chiffre d'affaires à l'export, essentiellement l'Europe. Et elle est partenaire avec plusieurs groupes, notamment français, des groupes de grande renommée. Voilà. D'accord, vous fabriquez pour quel secteur alors? On fabrique pour le secteur aéronautique, le secteur de l'industrie marine, l'industrie agroalimentaire et le bâtiment aussi. Voilà. Quel marché vous ciblez justement à l'export? Ils sont peut-être différents? On cible le marché européen, tout le marché européen. Voilà, la France, l'Allemagne, l'Italie. On a beaucoup de clients en France, quelques clients en Italie et un client en Allemagne aussi. Voilà. D'accord, donc beaucoup d'ambition. On va voir si elles sont les mêmes chez Fondinor. Donc Atem Garbouch, vous êtes PDG de l'entreprise. Donc vous, qu'est-ce que vous faites Fondinor en Tunisie? Alors Fondinor est une fonderie spécialisée dans le secteur automobile. C'est-à-dire que nous coulons des pièces type embrayage, disque de frein. Nous sommes dans ce qu'on appelle la fonderie à cadence rapide, c'est-à-dire les grandes séries à cadence rapide. Nous avons démarré en 2018 et déjà nous nous sommes imposés sur le marché où nous fabriquons, nous exportons 100% de notre production. Ça va essentiellement en France et en Italie et nous commençons également à exporter également en Turquie, même en Turquie. Et nous sommes une société qui est récente et qui est à la pointe de la technologie de tout ce qui est fonderie, fusion, moulage. Nous sommes d'un point de vue énergétique et écologique aussi à la pointe de la technologie, de tout ce qui se fait dans la fonderie. D'accord, très bien, merci. Alors, Imed Cherfadine, vous, c'est Plastique Électromécanique Compagnie, pareil, même question. Bonjour, donc PEC est spécialisé dans l'injection plastique technique. On accompagne les clients de la partie conception de pièces plastiques, choix des matières, soit du design, simplification des pièces. Ensuite, on réalise des outillages aussi, on fait réaliser, donc on a une structure aussi pour accompagner la réalisation des outillages, pour ensuite injecter et surtout proposer la solution qui est très compétitive en Tunisie, c'est d'intégrer et d'assembler. Nos clients sont dans le secteur de l'automobile, l'électricité, le médical et l'aéronautique. Toutes les exportations toutes nos productions sont exportées en Europe. Donc on sert essentiellement tout le marché allemand, français, espagnol, italien. Donc pour rappeler, la Tunisie n'est qu'à 48 heures en heure de bateau. Donc tous les soirs, il y a des bateaux qui partent et qui livrent les usines en France. Voilà, qui livrent en France avec, je lis, des petites et surtout des grosses pièces, puisque vous pressez sur des machines de 25 tonnes à 500 tonnes. 500 tonnes, voilà. Donc notre parc de presse est de 25 à 500 tonnes avec robotisé. Et aujourd'hui, on est sur l'industrie 4.0, des systèmes EDI pour relier notre système informatique au système informatique du client et la prestation de services supplémentaires tels que la décoration, le câblage ou l'intégration de produits finis. D'accord, très bien. Alors, Atem Gazelle, vous, c'est IBL Electronics, vous êtes consultant pour cette entreprise tunisienne. Pareil, même question que vos confrères, collègues tunisiens. Donc IBL Electronics et Prato, c'est un groupe d'entreprises qui est spécialement travaille essentiellement sur des cartes électroniques IBL et pour la mécanique de précision pour Prato. Donc les produits sont destinés essentiellement à l'automobile. Donc on fait les cartes de commande pour les voitures que ce soit électriques ou les voitures thermiques. Pour la mécanique de précision, on a des clients en France, en Suisse, en Belgique, au Canada. Essentiellement, c'est notre pourcentage principal en clients. On travaille aussi sur l'Afrique et on espère être un relais pour nos confrères français vers l'Afrique. On cherche à nouer des partenariats win-win avec des sous-traitants, que ce soit en France ou à l'échelle européenne.
D'ailleurs, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que ce soit le corona avant, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ça rend difficile l'accès au marché et nous, en Tunisie, on se place géographiquement dans des positions favorables et on veut vraiment profiter de cette position-là pour nouer ces relations de partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Voilà, Jacques, ce petit tour du côté de la Tunisie. Vous avez peut-être, on a un petit moment encore ou vous voulez reprendre on va reprendre l'antenne, Steve. Merci beaucoup pour cette escale tunisienne. Merci à tous vos invités pour nous avoir présenté leur activité. On va terminer cette séquence aujourd'hui internationale en revenant un petit peu sur le contexte. Vous vouliez éclaircir peut-être un point ou deux, cher Rafa, sur l'impact post-Covid, comment vous y avez répondu, comment ça a été géré, vous, à travers un réseau comme ça international. Comment vous l'avez vécu cette période? Oui. Alors, notre réseau a bien évidemment été impacté par la crise Covid. On a une partie de nos salariés, malheureusement, qui ont quitté le navire, mais bon, pour mieux le retrouver quelques années plus tard. Mais surtout, nos chambres en pleine crise ont été très présentes. Je pense à la Chambre du Qatar, par exemple, qui a informé les entreprises françaises basées au Qatar. Au Chili, la Chambre française était très présente auprès des opérateurs français, notamment les restaurateurs, et a essayé de porter des fonds, de lever des fonds pour ces entreprises, ou encore au Vietnam, où notre chambre a permis en fait de mettre en relation des EFE, des entreprises françaises de l'étranger ou des entreprises françaises installées localement, pour s'entraider financièrement. Donc il s'agit de financement solidaire, donc de prêts entre entreprises pour éviter qu'il y ait des faillites en nombre, puisque ces entreprises sont souvent autonomes, seules, liées à leurs propres résultats en fait. Donc cette solidarité à l'étranger, à l'international a été très forte et elle a souvent été portée par nos chambres. Et puis, au niveau de la tête de réseau, ce que nous avons fait notamment avec un autre réseau qui s'appelle les conseillers du commerce extérieur de la France, nous avons créé une entreprise qui s'appelle EFE International. Et en fait, aujourd'hui, nous permettons aux entreprises françaises basées à l'étranger, donc qui n'ont pas de lien capitalistique avec la France, d'accéder à la formule VIE, de volontaires internationaux en entreprise. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité de créer un fonds pour accompagner financièrement ces entreprises et les aider à se développer pour éviter de faire face à une autre crise sans forcément avoir de relais via la France. Donc cette entreprise, c'est une entreprise privée, mais qui a vraiment une vocation de solidarité et d'entraide et de représentation des entreprises françaises basées à l'étranger. Excellent, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a pas eu le quoi qu'il en coûte partout dans le monde et que voilà, les entreprises qui étaient dans des pays, comme vous évoquez, le Vietnam... étaient livrées à elles-mêmes. Exactement, il fallait réagir. Alors, ce qui serait intéressant, Monica, maintenant, c'est d'avoir aussi votre regard sur l'actualité brûlante qu'on vit aujourd'hui au quotidien, au jour le jour, avec ce conflit qui s'installe en Ukraine et avec la Russie. Donc la Pologne, vous êtes un peu en première ligne, vous avec en tant que voisin, même la République tchèque, vous êtes sur ce front un peu de pays qui sont limitrophes avec l'Ukraine. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que ça change au sein de la population? Et parlez-nous un petit peu de votre ressenti sur place. C'est vrai que nous sommes touchés particulièrement au quotidien, car tous les réfugiés, toutes les personnes qui fuient arrivent par la Roumanie, par la Slovaquie, par la Pologne. Rien qu'à la Pologne, rien qu'en Pologne, nous sommes passés de 38 millions à 42 millions d'habitants en 2 mois. Donc c'est effectivement impressionnant. Cette capacité de notre pays à accueillir autant de personnes sans trop de difficultés. Ces personnes sont très bien intégrées, elles sont logées, très souvent chez des personnes particulières, elles retrouvent le travail, elles sont en train d'être intégrées avec l'apprentissage de la langue. Le chômage en Pologne est extrêmement bas, un des plus bas en Europe, tout comme par exemple le pays comme la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie. Et donc l'arrivée de ces personnes permet aussi de finalement trouver le panacée à ces problématiques de
manque de la main-d'œuvre. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est effectivement cette aide qui a été apportée par tous nos pays, à la fois aux réfugiés, à la fois à l'Ukraine. Et nous sommes en train, avec nos sociétés françaises présentes en Pologne, de repenser comment est-ce qu'on peut reconstruire, déjà penser à la reconstruction de l'Ukraine. Et là, à mon avis, les sociétés françaises ont également leur place, parce que cette reconstruction, elle se fera pendant des décennies. Et on aura besoin certainement du savoir-faire français, tout comme le savoir-faire des pays avoisinants. Donc nous sommes déjà en train de préparer donc une proposition, une offre pour permettre à l'Ukraine de, même si le conflit n'est pas encore terminé, et de petit à petit commencer à l'avenir. Parce que, on l'a évoqué tout à l'heure avec Philippe Contet là, de la FIM, effectivement, l'Ukraine est un pays, aussi bien au niveau de la ressource blé agricole, mais bien sûr au niveau de l'acier, au niveau de l'industrie. C'était un partenaire incroyable, il y avait énormément de choses. Et quand on voit que les sites industriels sont complètement détruits, effectivement, il y a cette mise en perspective de se dire qu'est-ce qu'on fait demain pour rebâtir l'Ukraine, pour redonner du sens de la vie à ce pays qui va sortir forcément meurtri du conflit, quoi. Il y a plusieurs choses, effectivement, l'Ukraine et la Russie finalement, parce que quelque part nous sommes coupés également de ce marché-là. Constituait 30% des exportations de blé dans le monde. Ce sont des pays qui exportaient énormément de métaux rares, qui sont importants aussi pour ne serait-ce que l'électronique et la construction automobile, etc., etc. Donc il faut trouver une solution à cela et rapidement. Et nous sommes en train justement de penser comment est-ce qu'on peut trouver donc de la matière première, comment replacer effectivement ces industries et aussi comment trouver des solutions, par exemple dans le domaine énergétique, car tous ces pays-là qui ont été coupés ou qui sont en train de se couper de l'énergie russe trouvent des solutions, et ça fait partie effectivement des enjeux, ne serait-ce que pour la Pologne et pour une grande partie de l'Europe. Donc plusieurs sujets qui font qu'il est bon de s'intéresser à l'Europe de l'Est et à trouver des partenaires et des opportunités dans nos pays. Et c'est aussi une occasion, là, dans ce que vous évoquez, de redécouvrir à la fois les ressources de chaque pays, de redécouvrir leur savoir-faire. Il y a des fois, on se dit, l'Inde produit énormément de blé, énormément de... Tout d'un coup, on se dit où sont les alternatives, et ça invite à redécouvrir des potentiels qui sont des fois inexploités dans les pays ou sous-exploités, en fait. Des pays qui sont finalement proches, car nous sommes donc dans l'Union européenne. Des pays qui sont très donc industrialisés aussi, qui offrent donc beaucoup de possibilités, d'autant plus que les sociétés françaises sont souvent, Sharafa, tu l'as déjà évoqué, le premier, le deuxième, le troisième investisseur. Donc il y a déjà une forte présence française et donc une facilité finalement peut-être à approcher les marchés, à déjà travailler avec des sociétés qui sont déjà peut-être les partenaires en France ou ailleurs. Donc certes, il faut découvrir ces pays-là. Juste un petit mot très rapidement, Joseph, sur justement ce savoir-faire industriel qu'on peut trouver en République tchèque. Vous évoquiez 37% à peu près du PIB. Quels sont les secteurs dans lesquels on trouve de l'excellence dans la République tchèque, en termes industriels par exemple, puisqu'on est sur Global Industrie? La République tchèque, c'est surtout le secteur automobile, parce que le secteur automobile représente 24% du PIB. Donc c'est surtout la marque Škoda qui est connue partout en Europe et pas que en Europe. Après, c'est électronique, parce que c'est très intéressant qu'un tiers des microscopes optiques sont fabriqués à Brno, c'est la deuxième ville de la République tchèque. Après, on parle aussi de plus en plus des secteurs TIC en connexion avec l'industrie, donc l'industrie 4.0, un sujet très, très intéressant toujours. Et puis après, mécano-soudure, etc., on dirait l'industrie un petit peu plus classique. Plus mécanique, plus sur la partie qui est très représentée ici, mais on peut nouer des partenariats intéressants. Je vois le chronomètre qui tourne, il nous reste une petite minute. Sharafa, qu'est-ce qu'on peut, en guise de conclusion, rappeler à tous ceux qui nous suivent et nous ont écoutés? Donc l'accompagnement des CCI internationales, on l'a vu, un spectre très large. Du benchmark aussi, ça peut être important quand on n'est pas sûr, avant même d'enclencher des démarches, on peut avoir cette vision un peu plus précise
précises des différents pays et des opportunités. En conclusion, nous sommes à votre disposition. Nous Voilà. avons un stand qui est dans le hall 5 à l'épée, stand 62. Donc venez nous voir, nombreux, nous répondrons à toutes vos questions. Nous sommes accompagnés de plusieurs chambres, la République tchèque, la Roumanie, la Pologne, la Serbie, la Tunisie, le Maroc et bien d'autres, l'Espagne, les UK. Donc vous voyez, il y a plusieurs questions qui peuvent être posées à tous nos collègues. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, à nous solliciter, et nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Génial. Et écoutez, le rendez-vous est pris. On passera vous voir sur le salon. Merci à tous les trois d'être venus parler international. Et puis bonne continuation. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bon salon. À bientôt sur Global Industrie.